Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme d'objectifs RF, des optiques révolutionnaires à découvrir à l'occasion du mois de la photo animalière chez Canon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides de l'année 2023. Alors comme chaque année et avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et tendances qui ont vu le jour en cette année 2023. Les constructeurs continuent évidemment encore et toujours de développer leur gamme optique pour couvrir tous les usages et les Jeux Olympiques arrivant dans quelques mois. Un focus tout particulier a été fait sur les téléobjectifs et les télézooms. L'un d'entre eux a particulièrement attiré notre attention. C'est un objectif qui n'avait encore jamais été vu du temps du réflexe, un 100-300 mm f2.8 constant signé Canon. On écoute Jackie Carré de Canon France nous parler de cette optique d'exception. On a vraiment mis le focus entre guillemets sur les nouveautés RF pour soit compléter donc le catalogue actuel qui est déjà donc très important puisque maintenant on arrive à 39 optiques RF et RFS et également apporter des nouveautés technologiques avec des vraies innovations et un vrai plus pour soit dans les focales, soit dans le fonctionnement pour nos photographes. Et typiquement, on a vraiment cette année, donc par exemple au premier semestre, on a sorti une optique exceptionnelle qui était le RF 100-300 f2.8 LIS-USM, donc une optique professionnelle pour le sport. Et les premiers retours sur le 100-300 sont très très positifs. Et par exemple, Franck Seguin, qui est donc le photographe, rédacteur en chef photo de l'équipe, a fait la une de la victoire de Djokovic avec le 100-300. Donc il n'était pas dans les fosses qui sont autour du terrain, mais il était dans les tribunes, donc beaucoup plus loin, et il avait associé le 100-300 à un multiplicateur de façon à pouvoir se rapprocher encore plus du sujet et d'avoir Djoko qui était donc allongé sur le terrain de Roland Garros, les bras en croix pour la victoire. Et donc très très belle image réalisée avec le 100-300. Et donc ça c'est pour l'extérieur. Typiquement sur le tennis, on avait deux RF 100-300 qui étaient en prêt et tous les photographes de sport entre guillemets se l'arrachaient parce que c'est quelque chose de très polyvalent. On peut être à la fois donc à 100 donc sur une focale, parce qu'on est quand même assez proche. Les photographes au tennis sont très près du terrain et donc ils n'ont pas besoin de zoomer forcément. Et 300, donc c'est une focale un peu plus longue. On peut aller chercher le joueur qui se trouve de l'autre côté du filet lorsqu'on est dans la fosse du terrain. Donc vraiment quelque chose de très efficace pour ça. Et puis également, donc ça c'est donc pour la partie extérieure, mais où il a fait vraiment la différence quand il est associé au R3, c'est en indoor. Tout ce qui est handball, basket, enfin ces sports de salle où parfois la lumière est un peu compliquée. Donc on associe donc la sensibilité et la grande ouverture du 100-300, sa polyvalence, parce que le 100-300, ça reprend, comme tu dis, les qualités de polyvalence du 70-200-8 à celle du petit télé qui était le 300, qui était une focale référence. Et là, donc, on associe donc la qualité d'une très grande ouverture à 300 mm à la polyvalence d'un zoom sport comme le 110-200. Bon, Canon, ils ont été particulièrement chauds, je trouve, personnellement, cette année en termes d'innovation d'optique. Donc, il y a eu ce 100-300 mm de 8, il y a eu un 10-20 f4 constant, il y a eu un 24-105 mm f2.8, une optique un peu ovni, là, qui a tout récemment été annoncée, conçue peut-être à la base pour la vidéo et le broadcast, mais qui peut aussi tout à fait s'utiliser en photo. Et puis un 200-800 mm, plage de focale qui n'a pas encore été vue. Canon, franchement, ils ont innové cette année. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Alors moi, c'est le 10-20 que j'aimerais bien tester parce que c'est une optique, moi je suis assez fan des optiques, très grand angle et avoir un zoom, qui commence à 10, je pense que ça peut être, très sympa pour tout ce qui est intérieur, enfin, tu vois, les intérieurs de théâtre, enfin, j'ai fait une sortie là avec, j'ai fait un atelier sur, à l'Opéra Comique, tu une optique comme ça, mais tu te régales, quoi. Ah, c'est un peu le descendant de l'extraordinaire 11-24 mm Carrément, f4 et carrément. EF, qui est une optique absolument dingue. Enfin, moi, après l'avoir essayé, j'en ai été tombé raide dingue.
Et ça s'annonce un peu comme le pendant qui est vendu aussi pour un usage vidéo. Oui, C'est-à-dire ouais. avec une gestion a priori vraiment exemplaire de la distorsion, etc. Donc, pour être utilisé sur des Steadicam ou sur Oui, parce que des Ronin, des alors, choses comme ça peut être je l'ai pas très eu en chouette. main, je l'ai pas vu, mais ça m'a l'air d'être une optique qui peut très bien se mettre sur un Ronin sans aucun souci. Hein. Parmi les autres nouveautés et innovations marquantes de l'année 2023, Jean-Nicolas, est-ce que tu as noté quelque chose? Alors, il y a pas mal de choses à noter, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'une part, on a Sony qui en est déjà à sa deuxième trilogie de zoom ouvrant à f2.8 Ouais. qui est complète maintenant, ça y est, c'est officiel avec le 1635 Qui vient d'arriver. Ouais. f2.8 et GM2 qui est arrivé. Donc, on a ça à prendre en compte. On a Tamron aussi qui en est carrément à sa deuxième génération de zoom. Et après, d'une manière plus globale, on a de plus en plus d'optiques entre guillemets hybrides qui sont conçues à la fois pour la photo et pour la vidéo. Donc ça, c'est quand même très notable et avec par exemple des efforts pour réduire le focus breathing. On a aussi des très gros progrès accomplis au niveau de l'autofocus. Et pardon, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le focus breathing très brièvement, parce qu'il y a focus peut-être beaucoup de gens qui breathing, nous écoutent qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Le focus breathing, c'est la variation de la focale en fonction de la distance de mise au point. Et ça, c'est un phénomène qui est très gênant en vidéo et contre lequel les constructeurs luttent de plus en plus, alors soit de manière matérielle, soit de manière logicielle, pour justement le plus grand bonheur de ceux qui pratiquent la vidéo, que ce soit à côté d'une pratique photo ou full vidéo à 100%. Et aussi, au niveau des grandes tendances, on a de plus en plus de lentilles spéciales. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 90, on avait une lentille asphérique dans les optiques les plus haut de gamme. Et maintenant, on en est à 3 lentilles asphériques, plus des lentilles UD, des lentilles UHR. C'est-à-dire des lentilles traitées justement pour limiter les effets de reflets parasites, les effets de flare, de ghosting, ce genre de choses. Et donc, on a une augmentation assez sensible de la qualité d'image, même sur des optiques entre guillemets abordables, puisque les constructeurs ont réussi maintenant à fabriquer des lentilles dites spéciales avec des matériaux entre guillemets composites, ce qui du coup rend plus accessible une meilleure qualité d'image au plus grand nombre. Et ça, c'est très bien. Benjamin, toi, il y a des optiques qui t'ont marqué particulièrement cette année? Le 100-300 Canon, j'avoue que je trouve que c'est vraiment... c'est l'optique de l'année, peut-être pour moi. Alors, pas pour moi, mais par contre, je me mets à la place des photographes de sport. On avait reçu ici Franck Séguin, dont on adore le travail aussi. C'est vrai, il nous avait raconté cette anecdote sur la une, la photo de Djoko qui gagne, je crois, son 24e Grand Chelem, qui bat le record de Grand Chelem. Enfin bref, la photo est extraordinaire et il l'a réussi avec cette optique-là. Et c'est vrai que du coup, quand même Sony annonce récemment son 300 de 8, il y a un petit côté... presque déceptif parce qu'on s'attend désormais à plus, quoi. C'est-à-dire, on se dit 300 de 8 seulement, vous n'avez pas mis un convertisseur intégré, vous n'avez pas fait un 100-300 et du coup, ce 100-300 rappelle le 120-300 aussi de Sigma R-Reflex qui ouvrait aussi à f2.8, il ne faut pas l'oublier. Constant ? Absolument. Je me rappelle. J'avais oublié. Qui est une optique un peu tombée dans l'oubli, mais qui était assez extraordinaire. Et bravo à Canon d'avoir fait ça, même si le tarif est absolument délirant et la met hors de portée du commun des mortels dont nous faisons partie autour de cette table. Après, à titre perso, l'optique vraiment qui aura on va dire mes faveurs pour cette année, c'est l'OM System 80 mm macro f3.5. Je l'ai mis dans ma sélection. Grossissement 2 fois, qui est une optique qui sort de l'ordinaire pour le coup aussi. Qui est dingue. Laowa aurait pu la sortir et je trouve que là, on tient un modèle qui ravira Ghislain Simard, dont on a parlé tout à l'heure, et tous les adeptes de photos de nature au plus près. Bon, on va parler aussi un peu du développement des nouvelles montures pour les constructeurs qui proposent des optiques compatibles, notamment Tamron et Sigma, qui investissent de plus en plus dans la monture Fujifilm X et la monture Nikon Z et offrent donc avec leurs optiques aussi disponibles en monture E et L traditionnellement. Le seul constructeur totalement oublié, abandonné, et je pense que c'est pas de leur faute, par les constructeurs d'objectifs tierces, c'est Canon, toujours. La monture RF, aucune alternative possible à l'heure actuelle pour les utilisateurs d'hybride Canon. Selon moi, on en est arrivé à un point où c'est un réel sujet, un réel problème. Carrément. J'en viendrais presque à conseiller à quelqu'un qui se lance dans l'hybride de bien réfléchir à ça
avant de se lancer sur du matériel Canon. Sébastien, toi, tu ressens ça Ah bah clairement. en magasin? Et je m'explique pas en fait. J'arrive pas à savoir d'où vient la problématique. C'est-à-dire que est-ce que c'est Canon qui n'ouvre pas sa bague en disant bah non, voilà, nous c'est nous qui sommes les fabricants, on conserve la bague pour l'instant. Ou est-ce que c'est effectivement un désintérêt, mais je pense qu'il n'y a pas un désintérêt de la part de Sigma ou de la part de Tamron Bien ou sûr que d'autres. non, Enfin, c'est pas évidemment. possible. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient, je pense. Bah, Mais j'imagine bien. Samyang en a fait à un Samyang, moment. ça n'a pas Samyang duré a fait- longtemps, ça a Ah, duré mais- 15 ah, ans, non, cette affaire. Samyang a fait des optiques RF à un Ça moment a été donné retiré immédiatement. et hein. la production a été arrêtée. Ouais. Et ça a été retiré des magasins. Ouais. C'est-à-dire qu'on a renvoyé les optiques. Explication officielle? Retournez-nous les optiques. Ça mérite d'être clair. Alors pour le coup, nous, on a un autre son de cloche. Ah, ben voilà, c'est intéressant. Je suis très heureux de vous annoncer que la monture RF est ouverte, en réalité aux constructeurs tiers, puisque Voigtlander propose, depuis février dernier, et alors c'est une optique qui n'est pas encore sur le marché, mais c'est une optique qui est compatible avec la monture RF, qui est une optique manuelle, mais qui communique avec le boîtier. Ah, Donc, ça du coup, communique. et oui, donc du coup, il peut y avoir des données EXIF, par exemple, sur l'ouverture de cette petite optique. Alors, ce qui est extrêmement spécial, c'est que du coup, le signal renvoyé extrêmement timidement par Canon, c'est que la monture RF s'ouvre, mais qu'il garde la main d'une manière totale sur l'écosystème RF. Ce qui explique justement ce qu'on disait sur Samyang, en fait, c'est qu'ils ont fait du retro-engineering. Donc, ils ont craqué, entre guillemets, les algorithmes derrière qui permettent aux optiques et aux boîtiers de fonctionner ensemble. Et ça, Canon a vu ça d'un très, très mauvais œil, d'où le retrait de ces fameuses optiques des lignes de production, carrément. Et derrière, quand on a interviewé Claire-Anne de Villard de Canon, elle nous a dit justement en fait que eux, leur système est basé sur l'optique. Donc, principalement, vraiment, les optiques sont la priorité. Ce qui veut dire derrière que tant que l'écosystème RF n'est pas arrivé au complet, il n'y aura pas d'ouverture de la monture RF au constructeur tiers. Et lorsqu'il y aura ouverture au constructeur tiers, ce sera uniquement avec des partenaires triés sur le volet et qui, a priori, ne feront pas directement concurrence aux optiques RF. Donc pour l'instant, c'est Ouais. chasse gardée Canon. Et plus tard, on verra. Mais du coup, effectivement, comme tu disais, pour les gens qui veulent se diriger vers l'écosystème Canon, attention, parce que vous avez d'excellentes optiques en série L. En revanche, sur l'entrée de gamme, je dis pas que c'est mauvais, très loin de là, mais c'est différent. Versus la monture E, clairement, de Sony, la monture X de Fuji, et même maintenant la monture Z de Nikon, où on commence à avoir des très belles optiques de constructeurs tiers, ce qui permet justement d'étoffer son parc optique sans avoir à vendre un rein. Ouais, bon, là on est un peu en train de taper sur Canon, mais on pourrait avoir le même type de raisonnement d'une certaine façon sur Nikon, qui je pense contrôle aussi avec une extrême précision quelles optiques ont le droit d'être déclinées. Quand on regarde la stratégie de Sigma et Tamron sur la monture Z, on peut se poser quand même 2-3 questions. Sigma qui, à l'heure actuelle, ne propose que de l'APS-C en monture Nikon Z, bon, ok, Ouais. admettons, pourquoi pas. Tamron est un peu plus audacieux, a décliné d'ailleurs ce fameux Tout à fait. 35-150 mm très récemment, mais je suis à peu près sûr que la Sainte Trinité Tamron ne sera jamais déclinée en monture Nikon Zen. Par contre, la monture Fujifilm X, c'est très chouette. Il y a beaucoup de choses qui se développent chez beaucoup de constructeurs et on ne peut que s'en réjouir. Ce que je pourrais juste rajouter, c'est que cette politique va permettre peut-être d'avoir des optiques avec des focales qui soient des focales différentes et qui peut être assez rigolote. Tu parlais du 35-150. Toi, c'est des focales qui n'existaient pas auparavant. Donc peut-être que Samyang en ferme- propose un aussi, Ouais. excellent. c'est pour ça que la fermeté peut-être de Canon à dire attention, je choisis qui va faire les optiques et à la limite quelles sont les focales que j'autorise à faire peut donner des groupes de focales sur des zooms qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on connaît. C'est vrai. Et puis n'oublions pas non plus tous les autres constructeurs d'optiques compatibles. Il y en a beaucoup. Je vais en citer quelques-uns. Samyang, Laowa, Seven Artisan, Irix, TT Artisan, Sirui. Alors Ultrax. oui, on a peut-être pas tout le temps de l'autofocus. On n'a peut-être pas tout le temps de la communication avec le boîtier. Mais l'hybride permet quand même des choses extrêmement intuitives et faciles en termes de mise au point manuelle. Et chez ces constructeurs-là,
moyennant quelques petits jeux de bacs d'adaptation, on peut tout à fait trouver des solutions à monter sur les boîtiers en monture Canon RF. Voilà pour ce qui est des optiques compatibles en 2023. Avant qu'on rentre dans le dur de la sélection des produits, peut-être est-ce que vous auriez quelques petits conseils d'ordre généraux à donner aux gens qui souhaitent se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année dans une nouvelle optique? Est-ce qu'il faut penser à l'usage? Est-ce qu'il faut regarder un peu... Par exemple, est-ce qu'on investit sur des optiques full frame ou des optiques APS-C? Bon, peut-être, Sébastien, toi, tu as l'habitude de conseiller les gens en boutique. C'est quoi ton trio de conseils de base que tu donnes aux gens quand ils viennent choisir un objectif? Alors, en fait, la base, c'est d'écouter les clients. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'eux qui peuvent te donner ce qu'ils souhaitent. Donc, il y a beaucoup de temps passé à poser des questions pour pas se tromper. C'est-à-dire que si tu poses pas les bonnes questions et si tu n'écoutes pas les réponses, tu peux te retrouver à donner un conseil qui ne sera pas le bon et que quelques temps après, le gars te dit « Ouais, mais je voulais faire des photos d'intérieur d'hôtel et l'optique ne me permet pas de le faire parce que j'ai pris un 70-200. » Voilà. Donc ça, il faut déjà mettre les choses au clair. Il faut d'abord écouter les gens et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs images. Partant de là, nous, le conseil qu'on donne, alors là, je vais parler de quelqu'un qui n'a pas du tout de matériel. C'est de toute façon de prendre l'objectif du kit, parce que globalement, les objectifs de kit ne sont pas si mauvais. Alors, pour démarrer, c'est bien. Voilà. Après, il y en a qui sont effectivement, ils sont pas tous bons. Loin de là. Voilà, moi, je pense que c'est un conseil qui est risqué quand même. Je suis assez d'accord. Ça va dépendre des marques. Ouais, Voilà, vraiment. je vais être franc, ça va dépendre des marques. Je vais pas parler de qui fait de mauvaises optiques. Donc effectivement, ils sont pas tous bons parce que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que le fait de mettre une optique de kit était souvent des optiques, enfin c'est même encore le vrai maintenant, des optiques un peu en dessous pour attirer les gens avec un ensemble boîtier optique pas cher. Mais je pense là aujourd'hui avec des hybrides un peu moyen de gamme, l'optique est dessus et pas si mauvaise. De toute façon, on va rentrer là-dedans dans la seconde partie de notre échange, puisque c'est tout l'objet de notre sélection. Mais parmi des conseils qu'on peut aussi donner aux gens, peut-être, c'est d'aller vers l'occasion, tout simplement. Oui. Parce que là, on va moins en parler dans la deuxième partie. Mais l'occasion, c'est un marché qui est là, qui est assez prolifique. Bon, il y a du réflexe, avec des bagues, on peut les utiliser, mais il y a aussi des optiques hybrides. Tu disais, Jean-Nicolas, Sony est déjà à la 2e génération de ces G-Master pour la plupart. Et après, ce qui est assez génial, c'est que justement, autant au moment de l'arrivée vers l'hybride, on avait des objectifs qui étaient quand même assez chers. Et maintenant, en fait, on a deux tendances. D'une part, des optiques qui, sur le très haut de gamme, sont de plus en plus chères. Mais d'un autre côté, une offre abordable qui se développe de plus en plus, notamment avec des constructeurs style Samyang, Viltrox, etc. Et sans oublier, bien sûr, Sigma et Tamron, le fameux duo. Et ça permet vraiment de se faire très plaisir sans avoir à trop casser sa tirelire et en ayant des performances en termes d'homogénéité qui sont assez stratosphériques, surtout quand on compare justement à ce qu'on avait avant sur le réflexe. Et je renvoie à ce sujet vers un très bon papier qu'il y a dans le guide d'achat de réponse photo qui est actuellement en kiosque, où il donne la parole à chasseur d'images. Donc, une espèce de petit clin d'œil sympa fait aux confrères, puisque Pascal Miel, journaliste de chasseur d'images, explique comment fonctionne l'Argus du magazine, qui est la seule véritable cote officielle aujourd'hui en France pour du matériel photo d'occasion. C'est plutôt intéressant. Donc, allez en kiosque et lisez un petit peu tous ces conseils. Alors, nous avons décidé, comme l'année dernière, d'organiser notre sélection en fonction des différents types de focales. On va donc parler des grands angles, en incluant les super grands angles. On va parler des focales dites standards. Et enfin, des longues focales, qui incluent téléobjectif et super télézoom. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer une focale fixe et un zoom dans les principales montures hybrides qui existent actuellement sur le marché, à savoir la monture E, la monture L, la monture RF pour Canon, la monture Z pour Nikon, le micro 4/3 pour les hybrides Lumix et OM System, et enfin la monture X pour Fujifilm. Alors on commence dans l'univers des grands angles, les focales allant, disons, jusqu'au 35 mm, particulièrement appréciées pour du paysage, du reportage, de la photo de rue et de la photo d'architecture, par exemple. Jean-Nicolas, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de grand angle cette année? Alors, tout dépend de quelle monture on parle, bien évidemment, parce que
Il y a quand même d'assez Oui, grosses c'est- disparités, mais si on commence par la monture E, clairement, le Tamron 1728 f2.8 DI3 RXD ou le Sigma 1628 f2.8 DGNN sont deux objectifs qui sont extrêmement recommandables parce qu'ils sont pas trop chers. On est sous la barre des 1000 euros, ça commence à devenir rare. La qualité optique est tout à fait soignée, même en termes d'autofocus, il n'y a absolument rien à redire. C'est des objectifs qui permettent vraiment de se faire très très plaisir. Et pour le coup, je suis bon gros fan de photographie d'architecture et d'urbex. Et je dois vous avouer que je me fais très plaisir avec ces petits joujoux. T'es d'accord, toi, Sébastien, avec cette sélection-là? J'intégrais Là, le c'est- 2040 de Tamron. Ah oui, ouais, Le intéressant. 2040 qui est un peu Mais- bizarre. Alors, Ouais, là, on est presque dans le standard. Hein. C'est ça. oui, 20-40. c'est ça. Mais 20 mm. Juste sur les deux mondes. là. Ouais, 20 mm. Quand tu commences. Alors, moi, il y a deux optiques que j'aime bien. Alors, vous avez compris, j'aime bien les grands angles. Alors, 20 mm, effectivement, on est un peu à la limite. Le Tamron 2040 en ouverture de 8 et le 2070 de chez Sony en f4 sont des optiques que j'apprécie. En particulier, notre coup de cœur aujourd'hui, c'est le 2070 de chez Sony, en fait. Ouais, le F4. Et Ouais. peut-être qu'on pourrait ajouter, donc, pour la monture E, en grand angle, si on vise la performance ultime, on parlait de photos d'architecture, il y a quand même le 12-24 f2.8 pour ceux qui en ont les moyens à Ouais. 3200 € qui est une tuerie absolue. Mais j'ai fait un test là samedi dernier, donc justement pour revenir sur l'Opéra Comique avec le F4. C'est génial, hein. Même le F4. Hein. J'ai fait des agrandissements qui sont assez étonnants. Après, évidemment, tu as un problème de luminosité. Donc, il faut monter un petit peu en sensibilité si tu n'as pas de pied. Mais c'est une très bonne gestion de la dynamique avec le boîtier. J'étais avec un Alpha 7R5. C'est parfait. Hein. Non, pour moi, le meilleur grand angle, toute valeur confondue, c'est vraiment le Sony FE 1635 f2.8 et GM2 qui est sorti là très récemment. Autant la d'accord. première version était déjà très 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 quali, mais avec très très léger grief, on va dire, au niveau des bords. Bon, la version 2, alors, pas encore testé en profondeur, on va dire, mais les premiers retours qu'on a eu avec, enfin, on est sur du très 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 haut de gamme. Alors évidemment, c'est très cher, c'est 2699 €. Mhm. Mais pour qui a les moyens, il n'y a absolument pas à hésiter, clairement. Très apprécié par les vidéastes. Bon, on passe maintenant à la Helmont. Benjamin, est-ce que tu as des choses à proposer en Helmont? J'ai des choses à proposer en Helmont. Bah tiens, je vais faire écho à ce qu'a dit Jean-Nicolas avec le 1628 f2.8 Contemporary, qui est vraiment une superbe optique à moins de 1000 €. Tout à fait. C'est en grand angle pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup aussi, toujours chez Sigma, le 14-24 mm f2.8 Art. Alors, on est sur un autre gabarit, Ouais. un autre prix aussi, puisqu'on est à 1500 €, mais ça reste, je trouve, vu la qualité de l'optique, aussi bien du point de vue de la construction que de la qualité d'image, c'est finalement un très bon rapport qualité-prix. À savoir quand même qu'avec cette optique-là, il faudra utiliser des filtres gélatine à l'arrière de l'optique ou alors des porte-filtres, puisqu'il n'y a pas de filetage globalement. Et enfin, j'aurais ajouté le Lumix S 18 mm f1.8 à 900 €, qui je trouve un très très bon rapport qualité-prix aussi, qui est une optique un petit peu très légère et qui sort un petit peu des sentiers battus et qui est pas mal, je pense, pour un usage vidéo, grand angle, avec un stabilisateur. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur la monture L, c'est que quand on a de l'argent et de manière substantielle, il y a Leica qui nous propose son super Vario Elmarit SL à 1635. Alors, une ouverture variable, c'est f3.545 sphérique et qui est à 5910 €. Personnellement, je trouve ça bien parce que sinon, si c'est alors trop monter abordable. sur S5, je suis pas sûr Non, je suis mais pas sûr de l'équilibre. Sur Mais un SL2, par ça exemple, fait un beau c'est très combo, bien. hein. si on a un Très bien. SL2, effectivement, on a potentiellement les moyens de s'offrir ça. Tu as raison de le citer. Ou alors tu prends un S5 parce que tu n'as pas les moyens de prendre un SL, mais tu te dis, voilà, ça fait un beau combo, pas trop cher. Non, il faut viser l'ultra haut de gamme. Je pense Je veux que qu'il tu faut donnes de bons arrêter conseils, Sébastien. Bon, on passe à la monture Canon RF. Bon, si on met un peu de côté ce nouveau 10-20 mm f4 constant qui est très certainement l'optique la plus performante niveau grand angle chez Canon, est-ce qu'il y a des choses un poil plus abordables qui sont proposées?
Alors, on a le 14-35 mm de chez Canon en monture RF. F4. Il nous offre la F4, effectivement. Il est assez cher, 1829, pardon. Mais on est sur une optique qui est quand même très qualitative, qui se permet même de faire encore mieux que le 16-35 F4 que j'ai d'ailleurs en perso, que je garde précieusement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et après, sinon, si on veut quelque chose de vraiment très très grand angle et de plus abordable, on a, via la bague d'adaptation EF-RF, des optiques proposées par Irix, par exemple, qui a du 11 mm ou du 15 mm. Et si on veut vraiment embrasser des champs très très larges, sans trop se ruiner, il est possible de les trouver d'occasion à un tarif quand même plutôt abordable. Bon, évidemment, quand ils sont trouvés, donc c'est plutôt pas mal. Sébastien, en termes de focale fixe grand angle Canon, il y a du choix quand même un peu. Oui, il y a du choix. Il y a un 16, il y a un 16 mm qui se vend bien. Oui, c'est une optique qui, d'abord, elle a une taille réduite. Alors, Et elle couvre le plein format, hein, rappelons-le. Exactement, elle couvre le plein format. Et c'est une bonne entrée en matière quand tu veux débuter avec une optique qui reste abordable. C'est quoi, 350 €? Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Ouais, c'est quand même vachement bien. Mm. Il y a aussi un 28 mm f2.8, un STM à 360 € qui couvre le plein format. Qui est tout fin, là. Qui est tout fin, ouais, Tout c'est ça, plat, c'est ça. sans pare-soleil, hein, évidemment. Hors sériel, chez Canon, c'est le tarif, hormis pour le nouveau 200-800. Mais ce sont des optiques fixes tout à fait intéressantes. Et je rajouterais, perso, le 35 mm f1.8 IS STM macro à 550 €. Une optique très polyvalente. Un peu cher, comme je trouve. Et qui est Pour un 35 ouais, très bonne. Pour un 35, un 8. Mais macro. Ouais, je sais. Alors, je l'ai pour le coup, en perso. Mais en fait, ce que je lui reproche, c'est d'être quand même un poil cher pour un 35 mm, un 8. C'est pas du 1.4, par exemple. Et l'autofocus est un petit peu bruyant. Il est bruyant. Voilà. Ça, c'est vrai. Ah oui, ça, par contre, sur ces optiques-là, oui. Ouais. C'est-à-dire, je préfère justement le rapport qualité-prix offert par le 16 et le 28 mm par rapport à ce 35, même si, bon, quand même, au niveau piqué par rapport à son tarif, on est sur quelque chose d'assez bon. Ouais, les résultats sont plutôt bons. Et le côté macro, mais je trouve ça permet de faire pas mal de choses, mais le débat est féroce. Allez, on passe à la monture Nikon Z. Sébastien, en Nikon Z, qu'est-ce qu'on a en grand angle? Alors, nous, notre meilleure vente reste le 14-30 F4, qui est bien apprécié. C'est une optique... Alors, ils n'ont pas en focale fixe, ils n'ont pas d'extrême grand angle, Nikon. Donc, c'est vrai qu'avoir un 14... Alors, j'ai des clients qui se plaignent parce que le 14, ça ne suffit pas forcément. Donc, un 12, ça aurait été bien. Bon, Nikon a fait un 14-30. Il est rétractable, hein, Ouais. précisons-le. Donc, tout le monde n'aime pas Voilà. de prime abord ça. Bon, on s'y habitue très vite en réalité. Ouais. Enfin, ça vaut 1200 balles. Hein. Oui, tout de même. Quand même. Après, l'avantage, c'est que Nikon propose des optiques. Alors, pour le coup, c'est assez marrant parce qu'on a Tamron qui arrive officiellement sur la monture Z, mais on a aussi proposé par Nikon des objectifs qui ressemblent quand même très très beaucoup aux optiques Tamron. On a par déjà exemple, eu ce débat-là. Voilà. Le 17-28 2.8 à 899. je Qui est trouve très c'est bien. bon, Hein. ouais, Oui, c'est Qui est super très bien. optique. C'est très, très bien. Moi, je l'ai utilisé en Sony, chez Tamron. Je ne vais pas dire que c'est la même chose, hein, mais ça reste très proche. Chez Nikon, je rajoutais quand même le 28 mm f2.8 en monture Z aussi à 290 € et qui existe aussi en version SE à 350 €, qui va très bien sur un petit ZF notamment, Tout à qui fait. pour le coup est abordable, léger et très performant. En Ok. plus d'être mignon. Alors, je dirais que la seule chose que je déplore, en fait, sur ce type d'optique, c'est la bague de diaph. C'est qu'il n'y a pas de bague de diaph et ça, on le dit. Ah, c'est Peut-être à chaque émission depuis que le ZF est sorti, mais ça c'est vrai. pas possible, quoi. C'est vrai. Quand tu vois toutes les marques, que ce soit Sigma et Sony, et Fuji, c'est un Alors vrai Sony, look, c'est quoi. pas tout à fait vrai parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais le 40 mm f2.5, par exemple, a une bague de diaph et plutôt. Ah oui, c'est pour bien ça. foutue. Non, c'est ce que je disais. c'est- C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des optiques et maintenant, pratiquement toutes les optiques G ont une bague de diaph. Le 40 mm qu'on a mis dans notre sélection de produits est une super optique. Hein. Ouais. Benjamin, en micro 4 tiers, donc OM System et Lumix, qu'est-ce qu'on a en grand angle? Oh, il y a beaucoup de choses. La gamme micro 4 tiers en optique, si une des raisons avant d'investir un système et de regarder la gamme optique, je pense que le micro 4 tiers a de sérieux atouts. Alors, je vais aller vite. Je vais dire le OM System 8-25 mm Ouais. f4 Pro, qui est une optique Entièrement que j'ai d'accord. pu essayer avec l'OM5 et que j'ai adoré.
Donc, il vous en coûtera quand même 1100 €. C'est une coquette somme pour une optique micro 4 tiers. Mais Rappelons juste qu'il y a un coefficient de et les- conversion et de les- 2 fois appliqué. Hein. Et Oui. voilà, donc on a en réalité un 16-50. C'est une excellente optique. Si vous visez la performance, moi j'irais sur le 10-25 f1.7 en Lumix G. Mais alors là, c'est très encombrant, ça vaut 2000 €. Mais en termes de résultats, c'est fabuleux. Et mon coup de cœur, c'est le Leica Vario Elmarit 8-18 f2.8.4 à 1200 €. Et là, pour le coup, une optique vraiment excellente à tout point de vue. Et pour terminer, si on parle un peu de la monture Fujifilm X, très développée du coup depuis un an ou deux, avec l'arrivée en force de Tamron et Sigma. Sur ce segment-là, qu'est-ce qu'on a en grand angle? Alors, on a évidemment chez Fuji, on a deux ultra grand angle, deux zooms ultra grand angle qui sont très bien, qui sont le 10-24 f4 et le 8-16 mm f2.8, qui, bon, certes est lourd et cher, mais c'est quand même une référence absolue. Mais si on veut se faire plaisir sans trop se ruiner, on a le Samyang AF12 mm f2 qui est très sympathique. Donc, je recommande. Et je te rejoins sur le 10-24. Et moi, j'irais vers le 10-18 Sigma. F2.8 DCDN Contemporary qui vaut 700 €, qui vient de sortir, oui. qui est tout petit. Là, j'ai pas testé. Et Oui, il vient d'être annoncé, effectivement, en même temps que le 70-200. en même temps que le 70-200, mais du coup, une s'est optique fait en cache une autre, et Ouais, surtout, il la complètement. cache bien, vu les différences de gabarit. Mais alors, cette optique-là en monture X, je pense que ça va faire fureur sur un XT5 ou autre, ou Ouais, un carrément. XS20 par exemple. Mhm. Bon, alors avant de passer à la prochaine catégorie, à savoir les focales standards, Benjamin et Jean-Nicolas, je vous propose un tout petit jeu très rapidement. Selon vous, et je vais m'appuyer sur les connaissances de Sébastien pour cela, quelles sont, allez, on va dire, les 3 optiques? Les 5. Les Allez, 5 les 5, optiques. ça va faire Ouais, beaucoup. On va ouais, déjà mais- faire les Bon, 3. allez, on fait les 3. Les 3 optiques les plus vendues Le dernier trimestre. le dernier trimestre. Voilà, ça, c'est le langage de business, mais on va dire de l'année chez Sélection Photo Vidéo. Oh, bah alors là, c'est une sacrée colle. On va faire juste un impair. Enfin, c'est pour la France entière. Alors, C'est pour la tout France Tout entière. réseau pour la France entière. Pour la France entière. Allez, faites travailler vos ménages. Faites vos jeux. Il y aurait peut-être un Zoom 2 kit. Alors, hors kit. Ah, hors kit. Hors kit. D'accord. Ah oui. Je vais vous aider. Pratiquement jamais de promotion sur ces optiques-là. Ah oui. Ah. En plus, c'est des optiques qui. D'accord. Je sais pas, je dirais. C'est un piège. C'est un piège. Un Canon RF 100-400. Un Canon RF 100-400, Jean-Nicolas. Un Sony 50 mm f1.2 GM. Allez, soyons fous. Voilà, ouais. N'importe quoi. Non, mais Alors- n'importe quoi. Pas forcément n'importe quoi. Ah, le 1.4 Non. Pas forcément n'importe quoi, ni le 1.4. Mais en fait, là, je vais vous aider. La première vente, dernier trimestre, c'est le 50 mm RF 1.8. Ah oui. Ce qui paraît logique. Canon C'est- est leader du marché de l'hybride. En première focale fixe, c'est quelque chose de hyper abordable. Ça doit être quoi, 300, 400 € grand maximum, C'est ce ça, truc-là. ouais, c'est ça. 50 mm 1.8 en premier. Ok, en numéro 2. Vas-y, Sébastien. Dans la même logique. Mais dans une autre marque. Chez Ouais, Sony, 50 la même 8 chose. Sony, tu veux Le dire 50 1.8. 50 Ah chez oui, Sony. la monture Il E, résiste. ouais. Donc Exactement. monture E, monture RF, ouais, logique. Ok. En troisième, c'est un zoom, Mhm. longue focale, en monture RF. Le 100-400, je Bravo. crois, qui se vend très, très bien. Bravo, le 100-400. En 4, c'est un transstandard. Il ouvre à 2.8. Il est en monture RF. Ah ouais, Le Là, 24-70. carrément. Là, de sérieusement, huit. Ouais, non, je mais peux ça pas faire m'étonne pas. Ça plus, m'étonne plus pas. facile Ah quand ouais, même. ouais. C'est Ok. vrai que quand on est Ouais. équipé en RF, franchement, c'est tellement un bonheur ce zoom-là que du coup, ouais. je Et en comprends. 5e, enfin, c'est toujours un transstandard, pardon. Il est toujours en 2.8. C'est la deuxième version de cette. Bon, 70 bah, le 200. 24-70 de 8 chez Sony. Ouais. Il est Franchement, vous master. êtes super bon. Ouais, il est vraiment magnifique. Vraiment, je suis super fier de vous. J'ai- Mais donc ça, c'est pour la France Sur le dernier uniquement, trimestre. dernier trimestre. D'accord. Oui, donc c'est intéressant. En, Et alors, c'est- en volume, hein. Bien sûr, pas en valeur, en Ah. volume. Ouais, ouais, D'accord, le c'était nombre de c'était la pièces question vendues. subsidiaire. Ouais, exactement. D'accord. ok. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas uniquement des optiques d'entrée de gamme. On a aussi justement, tant en Ah monture oui. RF qu'en monture E, des optiques qui sont largement au-dessus de 2000 €. Donc ça prouve très nettement que le marché, tant en termes de boîtier que d'optique, est tiré vers le haut de gamme. Bon,
Allez, on continue dans l'univers des focales standards. On va dire entre le 35 et le 85 mm. Elle aussi particulièrement appréciée pour du reportage de la photo de rue ou du portrait. On y va, Jean-Nicolas. On recommence avec toi. Monture E, meilleur rapport qualité-prix. Performance ultime, coup de cœur. Alors, exactement comme pour les ultra grands angles, le 28-75 de chez Tamron et le 28-70 de chez Sigma, quand même. Pas mieux. 28-75-2, du coup. La 2 du deuxième coup, version. bah oui, la deuxième version, évidemment. Après, c'est vrai qu'on a le 20-70 F4 qu'on a évoqué tout à l'heure et que j'ai beaucoup aimé, justement, pour la possibilité de voir un peu plus large. À 20 mm au lieu de 24 habituellement. Et après, bon, en absolu, évidemment, bon, bah, on a le 24-70 2.8 GM2 qui est absolument magnifique. Et si on a la chance de posséder par exemple un A7R5, un A1 ou même simplement un A7 IV, il y a vraiment de quoi se faire très 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 plaisir avec cet objectif. 2400 € quand même. Hein. Oui, mais on est d'accord c'est en que détail. c'est magnifique. J'ai une question pour Jean-Nicolas en fait. Tu parles pas du 24-105 qui va avec les kits. Est-ce que c'est une optique pour toi qui est un peu en dessous par rapport évidemment à un 24-70 de 8 Alors, c'est assez amusant justement en monture E, c'est que ce 24-105 F4, il est très bon. Et ça permet justement d'avoir déjà une plage focale très étendue qui convient pour, on va dire, à peu près tout. Et pour qui achète par exemple un A7 III en profitant du Black Friday, un A7 IV en profitant du Black Friday, etc. avec un 24-105 Avec un 24-105, il y a moyen d'avoir quelque chose d'extrêmement quali, surtout chez Sony justement. Et bon, personnellement, j'aime beaucoup. Après, je sais que ça fait pas forcément l'unanimité. 2.8 constant, c'est plus sexy que 4 constants quand même, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Mais on parlait tout à l'heure des optiques de kit. Pour nous, cette optique-là, elle est excellente. Mais on y Excellente. reviendra sur les autres montures 24-105 parce que je suis entièrement d'accord. Mais je préfère les F4 constants au F2.8 sur ces types de zoom là pour la compacité, pour la polyvalence. Il y a aussi Sigma qui en fait d'excellents. Et c'est vrai que chez Sony, ce modèle-là est peut-être un peu occulté, bizarrement. En fait, peut-être parce qu'il est en kit, tu vois, donc bon, plus personne n'en parle. Plus c'est tout à fait nouveau, donc du coup, c'est Oui, en comme plus, s'il se oui, faisait tout à un peu fait. oublier, c'est comme s'il faisait partie du paysage, alors que franchement, il a le mérite. J'aimerais juste citer un coup de cœur en montureux. Moi, on en a parlé, c'est le 40 mm f2.5 série G. Qui est vraiment magnifique. c'est le Je suis 50 un du coup. fan absolu. Ouais, Un fan trouve que c'est une absolu. très très belle optique. Tu mets ça au fond de ton sac, Ouais, c'est vraiment une très très belle La optique. bague de diaph est là. Ah, ouais. C'est chouette. Allez, on passe à la monture L. Benjamin, je te donne la parole sur la monture L. Eh ben, tiens, je vais citer un 24-105 justement. F4 macro OIS, Lumix S, que je trouve très bon pour le coup. Distance minimale de mise au point à 30 cm, toutes les focales. C'est vraiment une très très bonne optique, 1400 €. C'est un certain prix, mais c'est vraiment une optique un petit peu à tout faire. Et sinon, un gros coup de cœur, c'est le Sigma 65 mm f2 Contemporary à 700 €, qui est une optique que j'ai découverte et que je ne lâche plus. C'est la série I, là, c'est ça? Absolument, Ah, série je suis I, trop fan. avec ce bouchon aimanté, avec cette belle bague de diaph. Non, mais, on va pas se mentir, Sigma, en termes de design et de prise en main, ils sont un cran au-dessus, quoi. Et imaginez ça en monture Z. Sur Ah, un mais non, mais imaginez ça sur un évidemment. sur un Nikon ZF. ça Ou viendra, sur un ça Canon viendra. EOS R3, peut-être, un jour, qui sait. Hein, ça va peut-être Un jour. ça va peut-être Mais- finir par arriver. Ce sont de pure merveille. Jean-Nicolas, chez Leica, en zoom transstandard, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de très belles choses avec le Leica Vario Elmarit LCL 24-70 de 8 asphérique ou encore plus haut de Mais gamme. arrêtez-le. le Ça y est, on a perdu. 24-90. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Le 24-90, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a le mérite d'être au-dessus de la barre de 4000 €, même il est quasiment à 5000. Et Puis il ça- est léger surtout. C'est quand même son premier atout. Non, moi son premier atout c'est son prix, je trouve. C'est vraiment, si t'as envie de sortir de ce qui est réservé aux commandes des mortels, là il y a moyen de se faire. On doit plaisir. pouvoir faire des paiements en plusieurs fois, par contre. Ouais, c'est ça. Chez nous, donc. Non, voilà, vous allons êtes les plutôt sur le bienvenus. 24-70 Sigma Art, hein, Oui, bien sûr, à bien 1200 € qui est lui pour le coup. Ou le 28 Ah, c'est trop 70, cheap. hein. Oui, pardon. Après, ça va, il y a Panasonic aussi qui propose son 20-60 de kit. On parlait justement des optiques de kit tout à l'heure. Et pour le coup, cette optique est très originale puisque c'est une focale qui est assez inusitée. Mais à 849 € et dans la mesure où elle est vendue en kit avec les 5 et 5.2, je trouve qu'elle a vraiment du mérite et elle propose des prestations tout à fait honorables. Donc, Elle pour fait qui- partie des optiques de kit tout à fait C'est ça. valables. Ouais, C'est vrai. ça, exactement. Très bien. Plus sérieusement, on passe en monture Canon RF. Sébastien. 2405 f4.
Bon, bah, Pareil. le 24-105, c'est un peu Pareil. le super compromis, quoi. Ah, En fait. ouais, Ouais, bah. et je l'ai mis. Alors, moi, en monture RF, je l'ai mis en F4 7,1 Ah, ISSTM. Ah ouais, tu Pourquoi vois. Encore plus de compromis. Mais pourquoi Ouais. Bah, moins cher. Pour optique de kit? Non, parce que, alors, elle est peu lumineux C'est surtout au ça que je fond, te ça reproche. on est Ouais. d'accord, et on peut lui reprocher. Mais franchement, je trouve que le rapport qualité-prix est quand même très correct pour une optique de kit en plein format. Donc moi, je recommanderais celle-là. Et je trouve le RF 2405 F4L IS-USM un peu cher. 1500 € quand même pour un Je suis 2405. d'accord. Je trouve un peu élevé. Et pour ceux qui ont la version 2 en monture EF, ben, vive les bagues adaptatrices. Ouais. Jean-Nicolas, t'as quelque chose à ajouter sur la monture Canon RF? Bah, pour le coup, on a le. En fait, Canon ne propose pas de 24-70 f4, donc de toute façon, ce 24-105 Bah oui. f4 LIS-USM est la focale à choisir dans ce cas-là. Et après, si on veut se faire très plaisir, par exemple, si on a un EOS R5 ou un EOS R3, c'est évidemment le 24-70 de 8L IS-USM. Bon, qui est excellent, voilà. Rien à Allez, Alors pas- non, allez. si on veut se faire plaisir, on achète le 50 mm f1.2 Ah, bah oui. sériel. Ouais, on n'a pas Ouais. beaucoup parlé de C'est focale vrai, fixe. focale hein. fixe, Ah oui, effectivement. mais il faut pas les oublier quand même. Non, Alors, c'est tu as vrai, raison, c'est tu as vrai, raison. c'est c'est vrai. 2700 Je suis d'accord. €, ok, mais si on est dans le plaisir pur sur un R5, Ouais. Vous parlez pas du 28-70 non. RF? F2, ouais. Non, Mais- c'est bizarre. C'est vrai, t'as raison, qui est une optique qui est sortie en même temps que la monture RF à l'époque avec le Avec, premier R. Avec 14 mois d'attente. Ouais, mais non, mais personne qui- ne parle non plus du 24-70, 24-105 2.8 constant, tout juste annoncé. Ah oui, c'est Qui vrai. est Non, une mais alors optique ça, Alors, pour l'instant, très bizarre pour le coup. ça c'est encore autre chose, ouais. Mais non, le 28-70, tu as raison, parce que c'est quand même une optique qui est une très belle optique. Alors, faut la porter. Ah, aussi, faut hein. la Oui, porter, c'est ouais. surtout ça. Je suis pas sûr que ça corresponde à tous les usages, mais c'était une très belle vitrine à l'époque pour les capacités, possibilités de Pour lancer de une la monture, RF. c'est parfait. C'était superbe. Ouais. Et je crois qu'il est sorti en même temps que le 51.2 d'ailleurs. Oui, c'est possible. Oui. Probablement, ouais. Si je fais fonctionner ma mémoire, à l'époque du réflexe, il y avait un 24-70 f4 en monture sérielle qui était hyper Ah oui, compact. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Ça serait cool Absolument. que ça revienne, ça. Il y en a en monture Z, il n'y a pas de raison que ça revienne pas, hein, tout simplement. Enfin, après, c'est des choix. Hein. Ils ont beaucoup misé sur le très haut de gamme et la série L, quand même, Canon depuis, Ouais. depuis le début. Hein. Bon. Passons sur la monture Z, Benjamin. Bah, la monture Z, il y a de très très belles choses. On a beaucoup parlé du ZF depuis tout à l'heure. Je citerai donc le 40 mm f2, qui est une optique, à mon avis, qui est un excellent rapport qualité-prix pour peu qu'on puisse composer avec cette focale, hein, qui est un compromis entre le 35 et le 50. Perso, ça me parle beaucoup. Il vous en coûtera 290 € ou aux alentours de 350 € dans la version SE. C'est-à-dire que le design correspond un peu plus à celui du ZF. Et puis sinon, je citerai, puisque j'aime, vous l'avez compris, tout ce qui est 24-105 plus que 24-70, donc je citerai le 24-120 F4S, 1300 €. J'aurais aimé, par exemple, que Canon fasse du 24-120 ou que d'autres marques qui font des transstandards chez Lumix ou chez Sigma fassent du 24-120, parce que pour moi, c'est tout simplement le meilleur zoom transstandard en plein format en termes de polyvalence. Je suis assez d'accord. Après- Jean-Nicolas, tu rajoutes quelque chose sur la monture Z? Ouais, monture Z, bah, on retrouve le Nikkor Z 2875 2.8, qui est Exact. franchement un très bon rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire dessus. Et puis après, si on a par exemple un Z5, ou même un Z6 d'ailleurs, ou un ZF, le 2470 2.8S est magnifique. Et d'ailleurs, justement, c'est lui qu'on utilise pour faire la majorité de nos images de packshot sur Phototrend dans tous nos tests. Et donc, ça a vraiment grand plaisir à l'utiliser au quotidien. Sébastien. Pareil que Jean-Nicolas, le 2875 qui vaut moins de 1000 €. Et évidemment, le 2470 2.8S qui lui est parfait. Sébastien, je reste avec toi et on passe à la monture micro 4 tiers. 1245 F4. Moi, j'adore les optiques F4 de chez Olympus, enfin de OM OM System. System. Oui. Tu sais, Gamme ça fait M-Zuico. trop lent. Ouais, c'est ça, la gamme Zuico. Ah oui. M-Zuico, ça sera plus facile, effectivement. Donc, je suis un fan absolu. Tu parlais du 825 tout à l'heure. Moi, le 825, le 1245, Ouais. c'est parfait.
Et on peut rajouter, mais on en parlera tout à Oui, l'heure, du téléobjectif que vaut aussi f4. Moi, dans exactement. le Que fameux j'ai mis aussi f4, dans la. je trouve que le 1200 mm f4 IS Pro est absolument génial, quoi. Ça fait l'équivalent d'un 24-200, tout simplement. Donc, Ah, et c'est. ça, pour le coup, quand on voyage un peu ou qu'on fait de la rando, c'est chouette, quoi. J'ai encore mieux dans le genre, j'ai le Zuiko ED 1450 f4.5.6 2. Mhm. Donc on a un équivalent 28-300 carrément. Alors ok, il n'est pas spécialement lumineux à fond de zoom, mais quand tu couples ça avec la double stabilisation optique plus capteur des boîtiers OM System, j'étais avec l'OM5, je l'ai énormément utilisé, j'ai réussi à faire 5 secondes ou 6 secondes de pause longue à main levée. Ah, donc, t'as arrêté la drogue. C'est un peu ça. Et le café aussi, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est encore une autre chose. Mais j'arrête quand je veux. Et donc, du coup, ce couple-là, c'était d'une efficacité incroyable. Mais après, j'aimerais aussi donner un petit coup de chapeau au petit 25 mm f1.7 qui est tout compact, tout léger, tout mini et franchement qui donne de très bons résultats. Donc, vraiment, si j'achetais un OM5, c'est lui que je prendrais directement. Et je finirais quand même, on ne peut pas ne pas citer, à mon sens, le 1240 f2.8 Pro 2. Qui est peut-être le meilleur transstandard en micro 4 tiers. J'aime beaucoup aussi le 1260 chez Lumix f2.8 mais celui-ci, il est plus lumineux. La distance minimale mise au point de mémoire, c'est 20 cm à toutes les focales. Donc, c'est un régal. Enfin, on est en train de se dire que les optiques OM System elles sont quand même top. Hein. Ouais, et puis là, c'est 1000 balles, hein, le 1240. Bon, ça reste du micro 4 tiers, mais c'est plus abordable, quoi. C'est un rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Bon. Et pour terminer, la monture Fujifilm X. Alors, on parlait des objectifs de kit tout à l'heure. On a le 18-55 2.8.4 qui est juste parfait, j'ai envie de dire. En tout cas, pour ce qu'il fait, c'est génial. Mais on a le Sigma 1850 f2.8 qui est en embuscade et qui, pour le coup, propose quelque chose de très quali à moins de 500 €. Donc, ça, c'est quand même assez génial. Après, en focal fixe, j'aime beaucoup aussi le XF 33 mm f1.4 qui est toujours aussi sympa. Et bon, après, en valeur absolue, on a le 16-80 mm f4 qui est assez gros, mais bon, c'est très quali. Je te rejoins à 2000% sur le 18-55 mm f2.8.4 qui commence à accuser un petit peu le poids des années, mais qui reste une excellente optique. Et en kit, une des meilleures optiques de kit à l'heure actuelle. Il n'y a aucun problème. Elle est stabilisée, elle est protégée contre les intempéries. Enfin, franchement, foncez. Moi, mon coup de cœur, et ça fera la transition avec la partie suivante dans notre discussion, c'est une focale fixe, c'est le 56 mm f1.2. Bon, qu'on met dans cette catégorie, on pourrait aussi le mettre dans la catégorie des télés, mais on joue avec les limites. Bon, c'est pas bien grave. On est presque sur un équivalent 85 mm à peu près en portrait. La version WR qui est récente, donc apporte la protection contre les intempéries. Elle vaut certes 1200 €, c'est cher. Mais je peux vous assurer, après avoir fait des photos avec ça, franchement, je pense qu'on peut casser la tirelire. Et le 50 à ouverture 1 ? Alors, le 50 à ouverture 1, c'est un problème plus de philosophie par rapport à l'hybride et au gabarit, je pense. Parce que tu as raison de la citer. C'est plus gros que n'importe quelle optique. Hein. Voilà. Je sais qu'à l'origine, ils avaient communiqué là-dessus. Lors d'un X Summit, ils souhaitaient faire un 33 ou 35 mm f1. Et pour des raisons justement de faisabilité et de conserver un gabarit relativement raisonnable, ils se sont plutôt orientés vers un 50 mm. Bon, je trouve que mettre un tel 50 mm sur un XT5, ça n'a guère de sens. Par contre, l'utiliser sur un XH2 pour un tournage, ou ce genre d'usage, là oui, ça fait complètement sens. Ou peut-être faire de la photo de plateau en tournage. Peut-être qu'il y a une utilité. Tu as raison de le citer en tout cas. Alors avant de passer à la dernière catégorie de cette sélection, à savoir les longues focales, je vous propose que l'on fasse une petite pause et que l'on s'arrête 2 secondes sur une catégorie d'objectifs très importante pour de nombreux photographes. Il s'agit des objectifs macro. Un constructeur propose d'ailleurs des choses qui sortent un peu des sentiers battus en macro. Si je vous dis Orogon, Pro 2B, cela ne vous évoque probablement pas grand-chose et pourtant ce sont des optiques Laowa tout à fait exceptionnelles, comme nous l'explique Marc Rabuto de Digitaccess. On l'écoute. Oui, donc Laowa, effectivement, c'est une marque chinoise et depuis plusieurs années,
elle essaye effectivement d'aller sur des créneaux un peu de niche et notamment avec, dans un premier temps, des optiques photo type grand angle avec des ultra grand angle, par exemple du 12 mm, zéro distorsion, des optiques vraiment qui répondent à des besoins, que ça soit pour de la photographie, l'architecture, par exemple, ou pour aller sur de la macro avec des forts grossissements. Avec d'abord de la macro jusqu'à 2 fois en natif, hein, ce qui n'existait pas, en plusieurs focales, aussi bien sur du grand angle, ce qui était relativement nouveau, hein, avec un 15 mm. Ça a été le premier à proposer cette option, pour ensuite se rapprocher sur des focales plus classiques, type 85, 90 mm, 100 mm. Depuis, effectivement, il y a eu un switch sur la vidéo et principalement avec un objectif qui a fait beaucoup parler de lui et beaucoup parler de la marque, qui était donc le 24 mm f14 probe. Donc un probe, ça veut dire que ça désigne un objectif tubulaire et ça a permis vraiment de pouvoir être exploité sur de la publicité, notamment en vidéo, pour pouvoir faire des mouvements, on va dire un peu en vue subjective. Donc cet objectif a vraiment fait beaucoup parler de lui et a vraiment propulsé la marque sur le devant de la scène. Alors depuis le 24 mm, on a eu une nouvelle version avec le 24 mm T8, qui est une nouvelle version vraiment cette fois-ci dédiée à la vidéo, avec un objectif plus qualitatif, hein, avec un design APO, apochromatique. On a également une ouverture T8 au lieu de T14. Et cette fois, là, pour montrer qu'on est vraiment sur de l'objectif vidéo, on va le trouver uniquement en monture PL. Alors, Orogon, on va dire vraiment un microscope, hein, c'est un système de microscope, d'objectifs microscopiques qu'on va adapter sur un appareil photo. Ils ont développé un système avec différents tubes qui vont pouvoir permettre d'atteindre un grossissement incroyable jusqu'à 50 fois. Donc là, on rentre vraiment dans le microscopique, hein, dans l'invisible. Je suis allé au Satis, moi, la semaine dernière et donc j'ai vu une démo, sur le stand de plateaux virtuels. Alors c'est des espèces de cyclos qui sont remplacés par des écrans Sony, d'ailleurs, et il y avait cette optique-là, le Laowa Probe, alors qui était dans une config absolument extrême. C'est-à-dire qu'il était monté sur une Sony Venice, elle-même montée sur un bras robotisé, le tout avec un système de follow focus, machin truc bidule. Sur un packshot de parfum, eh ben, je peux vous dire, les gars, ça faisait la pub en temps réel. C'est incroyable, ce truc-là. Et finalement, toutes ces nouvelles optiques, bah, elles étaient presque impensables du temps du réflexe. Et c'est l'hybride, hein, qui permet de faire ces pas de côté, comme le fait excessivement bien, je trouve, la marque Laowa. Sans tomber dans ces extrêmes très spécifiques en termes d'usage. En macro, maintenant, chez tous les constructeurs, on a des choses qui se tiennent. On va commencer avec Sony, la monture E. Sébastien, par exemple 90 mm. 90 mm de 8. Ouais, parfait. Pour du portrait aussi. Pour Très, du très portrait, bon. oui, pour du portrait. Très piqué, donc attention au portrait. Hein. C'est ça. Il faut souvent préciser parce qu'en fait, on a tendance à penser, et à juste titre, hein, la plupart du temps, qu'une optique macro va être tout indiquée pour le portrait. Ça dépend. C'est ça. C'est vrai. Ça On peut aussi heurter le sujet. Exactement. Parce Donc, que les micro-détails ne pardonnent pas. Donc, s'il faut passer après du temps pour flouter, entre guillemets, ton image, c'est un peu bête d'avoir acheté. C'est vrai. Alors, à ce moment-là, prenez un TT artisan 100 mm de 8 bubble bokeh. C'est clair. Ceci dit, c'est rigolo. Hein. Ou les 85 mm 1.2, 1.4, ou le Noct 58 mm f0.95 qui est d'une douceur absolue. Non, en monture, on peut citer le Sigma 105 mm aussi. Art. Oui. Bah, du coup, ça fera la jonction avec la monture L, j'imagine. Voilà, et qui est formidable aussi en monture L. On en parlait en début d'émission. Monture L qui est d'ailleurs très mal loti en macro chez Lumix, puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Il y a l'appellation, l'appellation macro sur le 2405 ou le 1428, mais c'est pas du rapport 1.1. Donc c'est plus de la photo rapprochée. C'est de la proxy. Voilà.
Jean-Nicolas, en macro, on a des choses un peu cool en monture Canon RF? En monture RF, on a le 100 mm macro 2.8 qui vient succéder à celui qui était en monture EF, Qui que était j'ai une- toujours d'ailleurs. Qui était une légende. Hein. Et c'est ça, et Ouais. que je garde précieusement Ah, mais clairement. pour l'instant parce que il est d'une douceur absolue sur le bokeh, il est extrêmement précis sur le piqué. Et là, par contre, effectivement, la monture RF, la version monture RF a un avantage, c'est qu'elle permet un grossissement maximal x 1,4, ce que ne permet pas la version EF. Et il y a la possibilité, avec une bague spécifique, d'adoucir ou d'accentuer les contours du bokeh. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit. Alors, pour le coup, on aime ou on n'aime pas jouer avec ce genre d'artifice, mais ça a le mérite d'exister et ça prouve que Canon, des fois, peut sortir des sentiers battus, ce qui est assez intéressant à étudier. Mais à l'époque du réflexe, en existait, macro, ouais. Canon sortait plus que ça des sentiers battus, Ah oui. puisqu'il y avait un modèle de mémoire qui s'appelait MPE qui proposait un rapport de 65 grossissement de millimètres. 2,5 fois, C'est un vrai. peu dans cette même philosophie, toute proportion gardée, que peut avoir le système Orogon de l'AOA. Sébastien, chez Nikon, monture Z macro, en 105. 105 Voilà. de 8, 1000 euros. Très très belle optique aussi. Et 50 mm 1.8 aussi. Et chez 50 Nikon, mm, oui, bien en sûr. macro. Oui, ouais, oui, Faut tout à pas- fait. Ah ouais, 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 non, Rapport tu as raison. 1 sur 1. Ah oui, oui. Ouais, Faut pas l'oublier qu'il était sorti en même temps que le 105 mm. D'accord. Et le Ouais. 90 mm aussi de chez Tamron, qu'on peut monter via la fameuse bague d'adaptation, et qu'on utilise justement pour nos packshots très rapprochés sur Qui Phototrend. était une optique réflexe. Exactement, Rappelons-le. et ça Et marche qui très aussi bien. était une légende. Hein. Aussi. Et qu'il serait bien inspiré de sortir en version hybride. Voilà. franchement. Ah, ils ont, si tu pu- nous ils entends. ont- ils On ont dit pu ça, l'air très intéressés par les focales fixes, Tamron, ces temps-ci. Benjamin en micro 4 tiers, micro 4 tiers M43. Dans la gamme Lumix G, je vais citer le 45 mm f2.8 macro, qui fait l'équivalent d'un 90 mm environ. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y a un 30 mm, il y a la gamme micro 4 tiers Le est tellement 90. étoffée. Et on l'a cité en début Et le d'émission, 90. évidemment, la nouveauté de l'année, qui est, alors lui, un super optique macro avec le rapport Incroyable. 2 fois, Incroyable. qui est l'OM System 90 mm f2.5, évidemment. Jean-Nicolas, pour terminer, la monture X en macro. La monture X en macro, clairement, je me dirigerai d'emblée vers ce que propose l'AOA, avec par exemple le 60 mm 2.8 que j'ai testé il y a quelques temps et qui donne d'extrêmement bons résultats sur tout ce qui est fleurs, pistil, tout ce qui est insectes également. Alors évidemment, on est sur une optique entièrement manuelle, donc on n'a pas de contrôle de la mise au point par le boîtier. L'ouverture doit être faite aussi à la mano. Mais pour peu qu'on accepte justement de passer un peu de temps pour soigner ces images, littéralement, ça peut donner des résultats qui sont assez fantastiques et qui permettent justement aussi de jouer, par exemple, avec des petites gouttelettes d'eau sur une vitre la nuit. C'est ce genre de choses que permettent ce type d'optique et on l'oublie assez fréquemment. Non, mais en monture X, il y a aussi le petit 30 mm f2.8 WR macro, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, qui vaut 700 € et qui, ma foi, est une excellente optique. La WR-attitude, paramètre important à prendre en compte quand on se lance dans la macro, dans la nature, parce que là, pour le coup, on est vraiment proche du sol. Ouais, et de du la coup, de la rosée. poussière et de l'humidité. Mm. Donc, important. OK, allez, on termine avec l'univers des longues focales. Alors, on va se dire qu'on va démarrer 70, 85 mm, et puis on va aller jusqu'à l'infini et Et au-delà. au-delà. Évidemment, petite dédicace à mon poteau Buzz l'éclair. Jean-Nicolas, monture E, téléobjectif, super téléobjectif. 3 approches, le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant et le coup de cœur. Alors, le meilleur rapport qualité-prix, mais alors sans conteste, c'est le Tamron 70-180 f2.8. Sachant Validé. qu'on a deux options maintenant. On a la première qui est toujours là, pour l'instant, au catalogue, qui est à 1129 €. Et alors, pour le coup, c'est imbattable en termes de rapport qualité-prix. Et on a la deuxième version qui apporte la stabilisation, qui était le grand absent de la première génération, que j'ai testé, que j'ai adoré. Franchement, pour le coup, j'hésite presque à l'acheter. C'est vraiment à ce stade. Sinon, clairement, si on a les moyens, on va directement chez Sony vers le 70-200 f2.8 GM2, qui est à 3000 €. Juste, c'est un détail, mais qui est une tuerie. Et sinon, si on veut Allez, sortir si on un veut peu aller plus loin, là, si on veut 200 mm petit c'est joueur, ça. là. Si on veut sortir des sentiers battus, alors clairement, on a deux possibilités. Soit on reste raisonnable en termes de tarifs et on va vers le 50-400 mm de chez Tamron, que j'ai énormément aimé l'année dernière. Et sinon,
on a carrément le 400 mm 2.8 de chez Sony que j'ai eu la chance de pouvoir tester à Montier-en-Der là, il y a quelques jours. Oh mon Dieu, c'est génial en fait. Alors certes, c'est lourd, c'est cher, mais le piqué est stratosphérique, la mise au point est instantanée. Et le bokeh. Le bokeh, c'est magnifique. Alors vraiment, c'est magnifique. Sébastien. Juste une question, le 200-600 t'en parles pas? Le 200-600, c'est pas moi qui l'ai testé, effectivement, de chez Sony, ça c'est Louis. Mais effectivement, c'est très très bon. Et surtout, ça a l'avantage d'être en dessous de la barre des 2 000 €, contrairement à ses petits copains de chez... Et puis c'est ça, très la polyvalent. très polyvalent. qui est pas très lourd. Enfin, il est lourd. Oh, mais, oui, quand même, un petit peu. Mais en tous les cas, portable. Parce que on parlait des gens tout à l'heure qui se mettaient à la photo animalière ou la photo sport. Ça fait partie de nos meilleures ventes, le 200-600 Sony. Ouais, alors, mais du je coup- préfère le Sigma 150-600 pour le coup. C'est la question que j'avais posée. Ah, ouais. ok. Sport. C'est ça. Parce qu'il est quand même beaucoup plus abordable. Enfin, beaucoup plus abordable. Il est moins cher que le 200-600. ça. Et bon, un tout petit peu plus polyvalent. Des fois, ces 50 mm en Ouais, moins c'est peuvent vrai. faire la différence en safari notamment, quand des sujets sont vraiment très près de soi et qu'on peut pas trop bouger. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à aller vers ce Sigma-là. Ok. Moi, Mais c'est bon. le Tamron que je préfère, le 150-500, qui est pas trop lourd justement pour cette focale, c'est assez intéressant. Et l'autofocus, franchement, il réagit bien, même sur des sujets en gros, et surtout, la stabilisation est vraiment très poussée. Donc, bravo Tamron. Et il y a quand même une optique moi, que j'aimerais citer qui pourrait faire partie des optiques de l'année, c'est le 70-200 f4 de Sony GOSS 2. Qui a la Ah taille oui. d'un Qui est 24-70. très cher, ouais, de qui est très très cher, cher, oui. qui est très cher pour un F4, mais qui est une optique tout bonnement épatante parce qu'elle est ultra compacte, Bah, c'est moins de ça. 800 grammes. Ouais. Et moi, ça m'a Il y a subjugué. eu un très en fait, bon démarrage vraiment. sur cette optique quand Ah elle est bah, sortie. Très très bon démarrage. Là, Mais pour le je- coup, si la raison d'être des hybrides, c'était de trouver Bien un sûr, voilà, bon ratio exactement. poids, compacité, performance, bah, cette optique l'incarne Moi, totalement. j'ai deux griefs quand même à lui trouver. C'est d'une part, il est plus à encombrement constant, contrairement à la première version. C'est un Le petit fuse peu des poids, dommage. c'est vrai. C'est Exactement. ça. D'autre part, la douceur du bokeh en arrière-plan à f4 est pas aussi dingue que je ne l'aurais souhaité. Donc, c'est juste ça qui me gêne un tout petit peu sur celle-là, en plus de son prix. Bah, donc, tu as raison de le souligner parce que le prix est quand même, Ouais. est quand même très élevé pour du F4. Quoi. Allez, on passe sur la monture L. Benjamin, évidemment, les optiques Sigma. Est-ce qu'on a des choses côté Lumix en longue focale? Jean-Nicolas, je te donne la parole sur Leica juste après. C'est vrai qu'on vient de citer le 150-600 Sigma, monture E, donc monture L, même combat. 1400 €, c'est une optique assez formidable. On peut utiliser des convertisseurs aussi avec. Yes. 1.4 et 2 fois. Et chez Lumix, il y a des choses en téléobjectif? Chez Lumix, il y a des choses. Il commence à y avoir un petit peu de choses. Il y a notamment un 70-300 f4 5.5.6 macro OIS à 1000 €. Pareil, donc dénomination macro, on en parlait tout à l'heure, qui n'est pas du rapport 1.1, mais qui permet d'aller assez près Ouais. quand même. Une optique plutôt compacte, encombrement restreint, c'est un bon choix. Et puis il y a un très bon 70-200 f2.8 Pro OIS, 2300 €, qui est vraiment une optique très très bonne qualité. Un peu lourde, et là elle va avoir fort à faire avec le nouveau Sigma dont on a parlé en début Oh d'émission, oui. forcément. Oui. Jean-Nicolas, Leica, il y a du 70-200, il y a du 100-400 chez Leica? Alors, je crois pas. crois pas. 70-200, oui. Alors 70-200, personnellement, je trouve ça un peu trivial, un peu abordable. Moi, je dis, tant qu'à faire, autant aller vers les... Alors, c'est très bizarre comme focale, le 90-280 f2.8.4, qui est... Pourquoi faire comme tout le monde, c'est Bah, vrai. c'est Non, mais- ça, en fait, à ce stade, et qui est à plus de 6600 €. Donc, Effectivement, faire comme tout le monde, c'était pas possible, même au niveau du prix. À 6600 €, t'as un Q3 quand même. Alors, justement, le Q3, ça fait partie de mes coups de cœur Donc là, intégraux on va lancer de Jean-Nicolas sur l'année. le Q3. Et une Le- optique dessus, donc. Il y a... ben, c'est ça, donc j'ai le droit. C'est pas une longue euh, focale. Hein. Non, c'est clair, mais par contre, il y Bah, a en croppant. le petit crop qui permet d'atteindre jusqu'à 90 mm. Alors, c'est très étonnant. C'est quand même un crop capteur, donc ça dégrade la qualité. Mais si on utilise par exemple un pur RAW, ça permet d'avoir des fichiers qui sont quand même assez propres. Et derrière, effectivement, le 28 C'est quoi, du 6 mm. millions de pixels à 90 Non, mm je crois qu'on est à Non, pas à ce point-là. 18 millions de pixels de mémoire. À 90 Tu parles ah de ouais 50, Ou hein, 12 t'as de la marge, peut-être. hein. Peut-être 12. Et derrière, effectivement, Non, 61. 28, et derrière ce 28 mm f1.7 qui est
Ouais, je suis génialissime. d'accord. Le bokeh est d'une souplesse, mais incroyable. Et dans un boîtier qui, de toute façon, est ultra transportable, ultra agréable à utiliser en voyage, notamment. Moi, j'ai utilisé quand j'étais en Allemagne, justement. C'est quand même assez amusant. Et dans la région des lacs, par exemple, c'est génialissime. Et si j'avais 6 000 On se euros. disperse, on se disperse, on se disperse, on se disperse. Si j'avais 6 000 euros. On passe à la monture Canon RF. Sébastien, il y a de quoi se faire plaisir avec les télés chez Canon. Alors, nous, le choix s'est tourné sur le 100-500. 4.5, 7.1, LIS. Alors, Jean-Nicolas a opinion du chef, mais peut-être pas dans le bon sens. Alors le 100-500, je l'aime beaucoup pour sa qualité optique, je l'aime moins pour son ouverture maximale à fond À de zoom, 7.1. et je l'aime un peu moins pour son poids, parce que pour avoir vraiment randonné avec de manière assez intensive, au bout d'un moment, il finit par faire mal sur les épaules. Donc Ok. c'est mon petit grief. Après, en monture RF, du côté télé, on a le choix entre le 70-200 f4 que j'aime énormément parce qu'il est très très compact, et le 70-200 f2.8 qui est juste très très bon. Et après, bon, clairement, mon chouchou, c'est le 400 mm de 8 pour le sport et l'animalier qui est... Ouais, précisons quand même que le 70-200 de 8, on ne peut pas l'utiliser avec des convertisseurs. Et ça, c'est quand même une limite qui est très dommageable, je trouve, pour ce Qui est type même étonnant. de C'est assez zoom étonnant, téléobjectif. ouais. Et oui, C'est étonnant, ouais. il est ultra compact, mais c'est une limitation qu'il faut quand même Avoir connaître en compte, ouais. et Ouais. garder en tête avant d'investir. Par contre, c'est une prouesse, effectivement, au niveau de la taille, quand il est replié. T'as ça dans ton sac, c'est génial. Hein. Est-ce que l'un de vous deux a déjà pu prendre en main le 1200 mm? Alors moi, j'ai eu la version réflexe. Ok. La version réflexe dans les années... Non, je vais pas vous parler de date. Je vais pas vous- Sinon, un coup de cœur en monture RF, un coup de cœur perso, mais là, on était vraiment à la frontière entre les standards tout à l'heure. On a estimé dans notre petite sélection que le 85 mm démarquait Oui. la limite. Bon, je vais citer le 85 mm f1.2 LUSM que j'ai eu la chance d'utiliser sur un R5. Bon, Ah bah oui. il existe Waouh. une version DS aussi Ouais, j'allais te avec un demander petit filtre justement. à apodisation. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé, mais il en coûte 3200 €, donc c'est un investissement. On vient de parler de Leica, donc tout va bien. Franchement, quand on voit la qualité des fichiers et du bokeh, c'est waouh. Enfin, c'est une optique extraordinaire. Benjamin, je reste avec toi et on passe à la monture Nikon Z. Beaucoup de nouveautés cette année en termes de téléobjectifs. Ah bah, je pense que le 180-600 devait être très attendu par beaucoup de Nikonistes, hein, orphelins du 200-500 notamment. Donc très belle optique. Je me prononcerai pas dessus, perso, je ne l'ai pas testé, pas utilisé, mais franchement, ça a l'air très quali. En revanche, une que j'ai testée, utilisée, c'est le 100-400 f4.5 5.6 VRS à 3000 € sur un Z9 ou un Z8. Bon, c'est carton plein, on peut pas rater son sujet, c'est pas possible. Et sinon, évidemment, le 70-180 f2.8 hein, qu'on connaît sous une autre marque aussi et qui est un très bon rapport qualité-prix. Et un coup de cœur qui reste le déraisonnable 58 mm Noct qui est juste petite fantaisie, mais si vous avez la chance de le manipuler sur un salon ou autre, ou demander à pouvoir le manipuler. Au Plaza, peut-être qu'ils l'ont en démo. Et C'est possible, oui. probablement au Plaza, si vous êtes sur Paris, rue Raspail, boulevard Raspail, ça vaut le coup. Après aussi en monture Z, on a aussi le petit, entre guillemets, 600 mm f6.3 VRS, qui est le plus léger de sa catégorie. Et j'ai eu la chance de pouvoir le tester à Montier-en-Der. Et ce qui est très drôle, c'est que grâce à sa lentille de Fresnel, en fait, le poids est concentré vraiment à l'arrière, donc proche de la baïonnette. Tu le sens pas, quoi. Ce qui fait qu'il est extrêmement agréable à utiliser. Moi, j'ai du mal justement avec certains téléobjectifs quand ils sont trop lourds. Au bout d'un moment, en fait, ça tire trop sur les épaules et sur le cou. Et là, rien du tout. C'est absolument génial. Donc, pour la photographie, notamment d'oiseaux, c'est vraiment un pur bonheur. Mais la technologie de Nikon avec les lentilles de Fresnel, c'est purement génial. Hein. Oui, il devrait en faire plus. Il y avait le 500 mm f5.6 extraordinaire en monture F, un réflexe, qui d'ailleurs avec une bague va très très bien sur les hybrides. Et tu as raison, il pourrait aller plus loin. Est-ce que le 180-600, toi en magasin, tu vois des retours? Est-ce qu'il y avait de la demande? Oui, le 180-600, en fait, tout le monde l'attendait. Hein. Ça fait 5 ans que les iconistes attendaient qu'ils sortent une optique remplaçant du 200-500, pardon. Aujourd'hui,
puis il y a le prix, enfin c'est 2 000 €. Enfin, je veux pas dire que c'est donné, mais parce que c'est quand même une somme, mais et là l'engouement, le seul souci c'est que, c'est difficilement approvisionné. Donc bon, il y a cette problématique-là. Malgré tout, les gens attendent, hein, calmement. Tu parlais du 800 mm 6.3 qui est effectivement 600, ouais. c'était voilà 600 pardon, qui est aussi pareil une très belle optique et abordable. Mais encore une fois, quand tu as un 180-600 avec la dernière génération de mise au point, un zoom interne, il est plus léger que son prédécesseur. Il va à 180 au lieu de 200. Il va à 600 au lieu de 500. T'as toutes les cartes dans les mains là. Tu prêches un convaincu parce qu'on l'a testé justement à Montier-en-Der et pour le coup, alors je vais laisser parler. Commence toutes ces phrases par on l'a testé à Montier-en-Der. Ça tombe bien, hein. Comme si c'était fait exprès. C'est drôle ça. En même temps, longue focale. C'est ça. Non, ça a c'est du sens, ça a du sens, Ça a mais du c'est sens. marrant. Mais non, effectivement, c'est assez génial comme optique. Bon, allez, on passe au micro 4 tiers. Benjamin, tu as des recos en micro 4 tiers en téléobjectif et longue focale? Plein, mais je vais me limiter, évidemment. oui. Puisque le micro 4 tiers est vraiment très très fourni. Là aussi, je vais citer le M-System 40-150 F4 Pro pareil. à 900 €. Voilà. Alors celui-là, donc je vais laisser la parole à Ah notre non, mais invité c'est là-dessus. et tu remarqueras que depuis le début, on a fait l'apologie des F4. C'est-à-dire qu'on a parlé du Bien 8-25, sûr. du 12-45 et du 40-150. Quelqu'un qui commence dans la photo, qui achète un OM5, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Nicolas, tu prends un OM5, un 8-25, un 12-45 et un 40-150, tu as quand même quelque chose qui te permet de faire tout ce que tu veux. Et, C'est-à-dire que tu commences... et tu les as dans la poche. Et tu les as dans la poche. Littéralement. Tu commences au 16 mm, tu termines au 300 mm avec 3 optiques qui respectivement sont à 900, 600 et 800. Une stabilisation incroyable. Non, franchement, il y a encore OM a encore de beaux jours à proposer. Après, bon, il y a les boîtiers qui vont certainement, j'espère, arriver avec d'autres nouveautés qu'actuellement, mais au niveau optique, il n'y a absolument rien à dire. Oh, le M1, c'est pas mal déjà. Oui, Le M1, oui. oui. Alors, si tu veux, quand tu commences la photographie, Oui, je vois ce que tu veux dire. tu commences pas forcément par un OM1. Tu veux dire que le M10 Mark IV date un peu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, ça mériterait de faire une mise à jour de l'OM10, quoi. Ça viendra. Et un coup de cœur quand même en micro 4 tiers que je tiens à signaler parce que c'est vraiment une optique merveilleuse, c'est le Leica DG Vario Elmarit 50-200 f2.4 Bien sûr. pour AOIS, un peu cher, 1800 €, 1800. mais alors là, le piqué à toutes les focales, vous pouvez y aller, c'est magnifique. Si tu trouves que le 50-200 est très cher, je te conseille d'aller voir directement le 150-400 f4.5 qui est à 7500 €, ce qui est assez étonnant, on va dire, pour du micro 4 tiers. Mais pour qui, justement, veut faire de l'animalier, on est sur un équivalent 300-800 mm. Et c'est très étonnant, mais ça marche plutôt pas mal. Avec le convertisseur intégré. Et tu l'as testé à Montier? On l'a testé l'année dernière. On l'a pris en main l'année dernière. Ça tombe bien. Ok, pour terminer, la monture Fujifilm X, toujours toi Jean-Nicolas. Alors, en monture Fuji X, il y a un sujet. Parce que nous avons le 50-140 f2.8 qui n'est pas récent, qui est un peu gros, qui est un peu lourd. Mais j'adore cette optique. Vraiment, ce qui est très drôle, c'est que l'année dernière, je l'ai testé, pas Montier pour une fois, je l'ai testé sur un XH2S, donc quand même un boîtier qui est très très exigeant en termes d'autofocus, et notamment avec sa rafale qui monte à 40 images par seconde. Et le truc, c'est que cette optique-là répond, et on a des très très bonnes performances, le piqué est stratosphérique, et accessoirement, le bokeh est d'une douceur. Mais enfin, juste, cette optique-là, c'est un immense coup de cœur. Et après, on va dire plus léger, plus abordable, on a aussi le 70-300, toujours de chez Fuji, f4.556, qui est à 900 € et quelques. Et après, bon, pour l'animalier, pour des plus longues focales, on a à la fois le 100-400 de chez Sigma et le 150-500 de chez Tamron, qui sont des très très belles propositions qu'on a vu arriver avec beaucoup de plaisir. Je citerai juste à la place du 70-300 que tu as mentionné, le 55-200 f3.5-4.8 stabilisé, qui vaut aux environs de 800 €, qui, moi, m'a surpris dans le bon sens du terme, avec un XT5 notamment, qui est plutôt compact, qui est vraiment un bon télé si vous souhaitez vous équiper à moindre coût.
Sébastien, tu veux ajouter quelque chose sur la monture Fujifilm X ou Non, tout a été dit? Tout a été dit. Ok. Les tests sur Ok. mon Tiander, enfin vraiment parfait. On va conclure cette discussion là-dessus. Merci Jean-Nicolas, merci Sébastien Merci à toi. d'avoir plaisir. partagé toutes ces sélections produits. C'est dense, c'est chargé, beaucoup de références. Évidemment, tout le monde trouvera son intérêt à un moment donné. C'est toujours délicat, hein, les guides optiques. On a tellement de combinaisons, montures, boîtiers, type de focale, taille de capteur qui existe que bon bah voilà, c'est évidemment un peu dense. En tout cas, merci beaucoup à vous deux et on se donne rendez-vous dans un an pour la sélection des meilleures optiques hybrides 2024.